La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, en une de vos journaux, c'est le mot guerre qui apparaît, puis des photos, les images d'embrasement, de véhicules détruits. Oui, on est en France. Le Figaro, le gouvernement débordé par la guerre des taxis. Les Échos, pourquoi la guerre des taxis secoue la France? L'Opinion qui charge les méchants rentiers, un taxi, la prime à la casse. Le Parisien, lui, qui s'insurge, stop. Et Libération nous prévient, serez-vous le prochain Uberisé? On commence donc avec les taxis. Oui, et l'intérêt de ce genre de nouvelle guerre, c'est que ça révèle les convictions au-delà des postures. L'éditorial du Monde, par exemple, nous raconte comment le journal de référence a depuis longtemps achevé sa mue libérale. Parce que même s'il parle de méthodes inacceptables des cow-boys d'Uber, en fait, il fustige les taxis, leurs archaïsmes, leurs privilèges, un système traditionnel à moderniser. On peut cocher à peu près tous les mots-clés. C'est à peine éloigné des tirades de l'opinion contre tous ceux qui pourraient limiter la belle liberté d'entreprendre. D'autres, au contraire, sont plus mesurés. Deux violences s'opposaient hier, écrit Jean-Louis Hervois dans La Charente libre. La plus visible, celle des chauffeurs de taxi, avec la brutalité que revêt tout combat désespéré. La plus sournoise, celle de la société californienne Uber, qui pousse ses pions sur le marché sans respecter aucune de ses règles, mais avec l'idée bien arrêtée que le trouble créé lui laissera bientôt le champ libre. Mais ce qui frappe ce matin et que dénonce avec force le Parisien, c'est surtout la carence de l'État. Un gouvernement sourd, aveugle et muet, écrit Frédéric Vézard. Un gouvernement surtout qui n'a pas anticipé ces bouleversements majeurs que Libération s'emploie à décrire dans un dossier sur l'uberisation de la société. Car le modèle est transposable et sera transposé à d'autres professions. Mettre en avant le consommateur et sa liberté, mutualiser la propriété, libéraliser les prix, créer le buzz et surtout avoir l'air cool. Tout cela, nous dit le journal, ça cache une réalité, la destruction de règles dont le but, d'ailleurs, n'était pas d'assurer un monopole à une profession, mais de protéger des salariés et des consommateurs. Même dans le Figaro, Yves Tréhard, Yves Tréhard parle quand même des consommateurs qui jubilent et des droits acquis ensevelis, mais il note tout de même que la vague va emporter des savoir-faire longuement acquis. Dans cette confrontation entre un monde ancien et un monde moderne, en fait, on retrouverait presque le malentendu de 1995. Vous savez, ces mouvements sociaux qui étaient devenus une défense corporatiste, alors qu'ils révélaient avant tout le refus désespéré d'une libéralisation généralisée au nom de la modernité. Autre débat sur l'école ce matin. Oui, et là aussi, il est question d'une supposée modernité qui a détruit, en fait, en une génération, l'un des meilleurs systèmes au monde. C'est ce que démontre avec une rigueur implacable le numéro spécial de Marianne, Sauvons l'école. Entre la diminution dramatique des heures de français, les recommandations officielles de ne plus faire lire à haute voix les élèves en classe pour ne pas les humilier, la baisse de niveau constatée chez de jeunes enseignants eux-mêmes issus d'un système dans lequel un bachelier de section S aujourd'hui possède 3 fois moins de connaissances qu'un bachelier de la section C du début des années 70, Marianne montre comment l'école, qui devait être, selon Paul Langevin, la promotion de tous et la sélection des meilleurs, est devenue le lieu de reproduction absolue des inégalités. Et dans ce processus de destruction volontaire, nous dit Éric Conan, une partie de la gauche, les intellectuels, certains enseignants, s'élèvent contre le bilan dramatique de la gauche, justement. Alors un sondage du site Atlantico sur le vote enseignant lui donne raison. 44% ont voté François Hollande en 2012. Il ne serait que 28% aujourd'hui. Dans Marianne, donc, Jacques Juillard propose 10 mesures pour reconstruire cette école en perdition. Remise à plat de l'enseignement primaire, réhabilitation de la mémoire, recrutement des chefs d'établissement corrects. Ce que nous racontent les reportages qui suivent d'ailleurs, on en trouve l'écho également dans Le Parisien et dans l'Opinion. Parce que l'Opinion donne la parole à Éric Mestralet, président de la Fondation Espérance Banlieue, que vous aviez reçu, Thomas, et dont l'expérience est également décrite dans un reportage du Parisien. Celle d'un collège hors contrat qui offre une seconde chance à des élèves en difficulté. Au programme, rigueur, autorité, valeurs républicaines, salut du drapeau, uniforme et surtout enseignement progressif fondé sur des méthodes qui ont fait leurs preuves, comme la méthode de lecture syllabique. Quand en fait, c'est une initiative privée qui reprend le flambeau abandonné par l'école républicaine. Le nouveau numéro du magazine Society est sorti. Décidément, il vous plaît, ce magazine. Mais il y a des choses pas mal. Alors là, c'est drôle en plus, parce qu'aujourd'hui, le Parisien consacre 2 pages à Patrick Sébastien, qui répond à ses détracteurs. Il dit à 25 ans, j'étais déjà ringard, donc on s'en fiche. Et il rêve à haute voix de raconter 50 ans de ce qu'il sait du sexe. C'est amusant. Sinon, à voix basse, il peut le faire. Exactement. Alors le magazine branché, Society, lui, met en une, le contraire, un reportage intitulé 40 ans toujours puceau. Et en fait, derrière la boutade, il y a d'authentiques souffrances.
Mais il faut lire aussi dans le magazine une enquête incroyable sur les méthodes de la compagnie aérienne en vogue. Vous savez, celle à qui le gouvernement français déroule le tapis rouge dans nos aéroports, Qatar Airways. Flicage absolu des salariés, humiliation publique, contrôle de leur vie privée. Derrière le sourire des hôtesses, il y a des pratiques hallucinantes dont un pilote explique que les dénoncer ne servira à rien. Vous ne vous imaginez pas les intérêts financiers derrière qui sont énormes, dit-il. Quelques jours après la tuerie de Charleston, la couleur de peau dans la presse. Oui, la couleur de peau. Alors on la trouve évidemment dans Libé sur cette tuerie de Charleston, mais on la trouve aussi dans le monde. Et là, on n'est pas aux États-Unis, on est en Inde. L'Inde où les petites filles choisies pour représenter leur classe sont systématiquement celles qui ont la peau la plus claire. L'Inde où les grands-mères harcèlent leurs petites filles pour les inciter à utiliser des crèmes éclaircissantes. Où l'industrie du luxe d'ailleurs a perçu le filon. Récemment, un produit proposait aux femmes de se blanchir le vagin. Le consumérisme, conclut une comédienne, aujourd'hui maintient vivant le racisme. On termine avec un gratuit féminin, styliste. Mais oui, et là Thomas, comme je vois que vous êtes un peu fatigué, je sens que la fin d'année est difficile. Eh bien, j'ai trouvé dans Styliste le cadeau idéal. Après les réveils, vous savez, vous avez entendu parler de ça, qui diffusent des odeurs pour vous réveiller en douceur. Alors ça, je vous conseille pas quand on bosse en matinale. C'est même pas la peine d'essayer le réveil en douceur. Non, on fait maintenant dans la violence sournoise le réveil qui envoie un ultrason strident auquel le cerveau ne s'habituera pas. Et la seule façon d'éteindre cette espèce de truc monstrueux est de se lever et de le déplacer dans une autre pièce. C'est vicieux. Hein. Alors il y a une variante, le réveil en forme d'haltère, qui ne s'arrête de sonner que si vous faites 30 biceps. Quel enfer. Oui. Mais finalement, c'est efficace. C'est un peu comme pour la démocratie. Vous voyez, la vraie méthode violente pour réveiller les citoyens. On se prend en pleine figure la destruction du modèle social. Et là, tout à coup, on se réveille. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À lundi, Natacha. À lundi.